Donc, je m'appelle Catherine et depuis 6 ans, je suis journaliste. Et depuis 6 ans, quand je rencontre quelqu'un, j'ai systématiquement les mêmes questions sur mon métier. Et pendant 6 ans, j'ai systématiquement eu les mêmes réponses. Ça fait du bruit, ma boucle d'oreille. Pas grave. Alors la première, d'où viennent tes idées de reportage? Et je répondais de choses entendues à gauche à droite, de mon fil Twitter, de mon monde en fait. Voilà. Est-ce que tu écris et puis tu vends un reportage, ou bien est-ce que tu le vends d'abord et puis tu l'écris? Ben non, je vends l'idée d'abord à une rédaction et puis après je passe à l'écriture parce que bon, c'est plus rentable de fonctionner comme ça. Et est-ce que tes sources peuvent relire en fait une production avant sa publication? Et là, ça c'est la question un peu délicate où je sentais que les gens en face, ils n'étaient pas toujours d'accord avec ma réponse qui était un non catégorique. Non, la surprise, c'est au moment où l'article devient public, quoi. Et cette troisième question, elle est particulièrement intéressante pour expliquer en fait le processus journalistique tel qu'il est réalisé, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et on peut l'illustrer comme ça, avec un point A d'un côté qui est l'idée, la journaliste, le journaliste, le média, la rédaction. Et puis il y a un point B, ça c'est le public et c'est la publication. Et entre les deux, on a un processus unidirectionnel qui est vraiment la collecte d'informations, le traitement de l'information. Et tout ça se passe dans un espace qui est à l'abri des regards. Et donc il n'y a aucune communication sur les informations qui sont cherchées, les informations qui sont sélectionnées et sur ce qui va composer vraiment un travail journalistique. Et le travail, en fait, une fois qu'il est publié, il est figé. Une fois qu'il est public, il est fini. Tout ça, ça repose sur la confiance du public envers les médias. Sauf qu'il y a un petit problème là, aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de ce constat-là pour imaginer une autre façon de faire du journalisme? Quelque chose qui ne serait pas linéaire, qui ne serait pas de la 2 dimensions, qui ne serait pas unidirectionnel. Quelque chose qui serait en fait de l'ordre de la 3D. Un truc où on inviterait à l'intérieur de la bulle de production journalistique les sources et les interlocuteurs qui viendraient travailler avec le journaliste pour créer une production journalistique, qui viendraient annoter, qui viendraient modifier, qui viendraient complémenter, qui viendraient apporter des connaissances pour faire qu'un reportage soit meilleur, qui viendraient mettre le doigt sur les questions qui sont vraiment pertinentes sur un sujet, parce que c'est eux en fait les premiers experts sur une thématique. Cette bulle, elle est transparente, cet espace de travail est transparent. Tout le monde, à l'extérieur, le grand public, voit ce qui s'y passe, voit qui rentre, voit qui sort, voit qui modifie, qui dit quoi, qui finance ce type de journalisme. Ça, c'était les interactions à l'intérieur. C'est de la communication, c'est de la conversation entre sources, interlocuteurs et journalistes. Ça, c'est la communication vers l'extérieur. Parce que c'est un espace de travail qui est rempli de portes, en fait. Ce n'est quasi que ça. C'est du contenu qui sort, qui va vers le grand public, qui vit sa vie, qui re-rentre, qui est modifié, qui ressort. Donc on est face à un journalisme infini, un journalisme vivant, un journalisme organique, un truc qui bouge tout le temps parce qu'il est basé sur des conversations et tous des canaux de discussion entre les personnes qui sont concernées par la thématique et qui sont dans l'espace de travail. Mais ce n'est pas pour autant que l'information ne peut pas être figée sur un autre support, à travers des médias plus traditionnels et moins numériques qu'un modèle comme ça, qui pourraient aller y puiser du contenu pour les publier sur leur support, avec leur code, avec leur périodicité. Pendant ce temps-là, là, ça bouge, ça continue, ça avance. On s'en détourne, on revient, c'est plus la même chose. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, les conversations sont tout autant importantes que le contenu. Il y a tous ces mots-là là-dedans. Il y a de la décentralisation, il y a de l'horizontalité, il y a de la collaboration, il y a tous des mots qu'on retrouve dans plein d'autres secteurs de l'économie en fait aujourd'hui. Et je ne suis pas la seule à imaginer qu'en fait tout ça, ça a une place dans le journalisme aujourd'hui. Il y a le Centre européen du journalisme qui tient une super banque de données avec toutes les rédactions et les médias aux 4 coins de l'Europe qui fonctionnent comme ça et qui intègrent de la conversation, de l'échange et de la collaboration au sein de leur travail journalistique. Le plus marquant peut-être et le plus proche de la Belgique, c'est eux. The Correspondent, qui est un média néerlandais à la base, vont lancer en septembre une version anglophone qui regroupe déjà 50 000 adhérents, 130 pays, 230 pays différents.
et ils ont rassemblé 1,7 million de dollars pour faire vivre ce média anglophone, avec tous ces ingrédients-là, en fait, de l'échange et de l'ouverture, de la transparence. Pour moi, ça, c'est le journalisme de demain. Ça, mais pas juste eux, mais l'idée. Et c'est même plus que le journalisme de demain, c'est le journalisme d'aujourd'hui, parce que j'ai commencé à travailler comme ça en Belgique et en français. La photo n'est pas de moi, elle est de Gaëlle, qui est ici présente, photographe, photojournaliste, avec laquelle je travaille beaucoup. Et ensemble, on avait un intérêt, une envie de travailler sur le blanc-bleu belge, les vétérinaires, la viande et la Wallonie. Et on a rassemblé tout ça et on a décidé qu'on allait en faire notre premier reportage totalement collaboratif. Alors on veut aller d'une ouverture minimale, avec respect de la vie privée, avec protection des sources, vers une ouverture maximale, où on intègre dans notre espace de travail, à travers des outils conversationnels et des outils vraiment d'échange, de travail en commun, on intègre toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet, qui sont contre la viande, qui sont pour la viande, qui sont vétérinaires surtout, qui sont marchands de bovins, qui ont quelque chose à nous apporter sur le sujet. On travaille avec des documents ouverts, des agendas. Tout le monde connaît ce type d'outils, voilà, on rentre là-dedans. Des documents partagés. On a envie de tout tester, en fait. De prendre la base avec du Google Doc, d'aller rentrer avec des systèmes d'SMS, d'envoi massif pour discuter avec ces personnes-là. On va documenter tout ça, et on va documenter les vétérinaires, la viande et la Wallonie, et on va documenter le processus qu'on est en train d'essayer. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est imaginer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de nouveaux rapports avec les interlocuteurs, avec les sources. Et on a aussi envie que d'autres personnes échangent avec nous là-dessus. Du journalisme collaboratif n'a pas pour vocation à se faire seul ou en duo. Donc ici, c'est l'occasion d'inviter toute personne qui a envie, tout journaliste, élargissons, qui a envie de travailler comme ça, de s'y mettre avec nous. Et à partir d'aujourd'hui, si je recroise quelqu'un qui me demande d'où me viennent mes idées de reportage, je n'aurai plus du tout les mêmes réponses, évidemment. Les idées, elles viennent des personnes qui sont rentrées dans l'espace de travail. On travaille constamment. Et mon travail, moi, c'est peut-être maintenant de créer le meilleur espace possible de conversation pour que la meilleure information émerge. Et les sources peuvent évidemment relire un texte avant publication. Donc tout change, sauf une chose. Mais il y a un petit mais, c'est que la confiance est réciproque. Merci.